Et si je vous disais que l'empire de Nike ne devrait pas exister? En 1984, Michael Jordan n'est pas une icône. C'est juste un gamin de Caroline du Nord qui a un rêve obsessionnel, porter les 3 bandes. Son cœur bat pour Adidas. Il est prêt à tout leur donner, son talent, son image, son futur. Mais dans cette histoire de business et de luxe, tout ne se passe pas comme prévu. Mais ce que MJ ne sait pas encore, c'est que dans les bureaux luxueux d'Allemagne, des dirigeants en costume sont sur le point de commettre l'erreur la plus coûteuse de l'histoire du business. Un non catégorique qui va faire perdre des milliards de dollars par an à Adidas et donner naissance à la marque la plus puissante de la planète. Comment Adidas a pu s'auto-saboter à ce point? Et surtout, quel rôle crucial sa mère, Deloris Jordan, va jouer dans cette négociation secrète pour forcer le destin vers une petite marque qui n'avait rien à perdre? Le destin ne tient qu'à un fil. Et aujourd'hui, je vais vous raconter comment il a failli se rompre. Aujourd'hui, je lève le voile sur ce dossier secret. Lâchez un like pour la Scuderia Nike. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater. On est parti! Pour comprendre la folie de cette histoire, il faut remonter le temps. Nous sommes en 1984. Le monde est différent, la NBA est différente, et le marché de la sneakers, il est méconnaissable pour nous. Aujourd'hui, Nike domine tout. Mais en 1984, Nike n'est rien. C'est une marque de running pour les coureurs, jugée ringarde par les basketteurs. Pour eux, Nike, c'est pour les faibles. Le roi incontesté, le maître du monde, c'est Adidas. C'est la marque cool, la marque de rue, la marque de performance. C'est la marque que tout le monde veut. Et dans la NBA de 1984, pour être une superstar, il faut porter des Adidas. Des légendes comme Karim Abdul-Jabbar, le meilleur marqueur de l'histoire, sont sous contrat avec eux. C'est un secret que peu de gens connaissent. Le rêve de Michael Jordan, son ambition absolue, était de signer chez Adidas. C'était la marque de ses idoles. Mais Adidas, c'est une entreprise allemande, gérée de manière très conservatrice. Et ils ont un deal avec des pivots comme Karim, des joueurs de 2,10 m plus. Et ils ont une vision ancienne. Les petits ne vendent pas de chaussures. Jordan, lui qui préformait bien au terrain, n'était pas seulement un rookie talentueux, c'était un phénomène. Et il est prêt à tout donner à une seule marque. Et c'était Adidas. L'été 1984. Jordan et son agent, David Falk, atterrissent en Allemagne. Jordan est comme un gosse. Il veut signer chez Adidas. Point final. Il a même dit à Falk, si Adidas s'aligne ne serait-ce qu'un peu sur les autres, je signe chez eux immédiatement. Il est prêt à refuser tout le monde pour porter les 3 bandes. Mais la réunion tourne au fiasco. Les dirigeants d'Adidas regardent ce jeune arrière d'1,98 m et ils ne voient pas un empire. Ils voient juste un joueur trop petit. Leur philosophie est bloquée dans le passé. Pour eux, seuls les pivots géants peuvent vendre des chaussures. Ils refusent de lui offrir un modèle à son nom. Ils veulent que Jordan soit un joueur parmi tant d'autres. Jordan est dévasté. Son rêve vient de s'effondrer. C'est là que l'arrogance d'Adidas crée un vide. Un vide dans lequel David Falk va s'engouffrer pour forcer son client à faire l'impensable. Aller voir le petit challenger de l'Oregon que Jordan déteste. Nike. Adidas vient de fermer la porte au plus grand talent de l'histoire, pensant qu'il n'était pas assez rentable. Ils ne le savent pas encore, mais ce nom vient de signer l'acte de naissance d'un empire qui va les écraser pendant les 40 prochaines années. De retour aux États-Unis, Jordan est têtu, il refuse même de monter dans l'avion pour visiter le campus de Nike dans l'Oregon. Pour lui, Nike, c'est ringard. C'est là que Deloris Jordan, sa mère, intervient. C'est elle le vrai patron. Elle lui passe un coup de fil légendaire. Michael, tu vas monter dans cet avion. Tu vas aller les écouter. Tu n'es pas obligé d'aimer, mais tu vas écouter. Jordan obéit, non pas par envie, mais par respect pour sa mère. Mais dans l'ombre de Deloris, il y a un autre pilier, son père, James Jordan. Si sa mère était la négociatrice impitoyable, James, lui, était la voix de la sagesse. C'est lui qui va achever de convaincre Michael avec une phrase qui restera dans l'histoire. Michael, il faut être fou pour ne pas aller écouter ce qu'ils ont à dire, c'est du business. On ne ferme pas une porte avant de savoir ce qu'il y a derrière. James n'était pas un homme de paillettes. Il travaillait à l'usine General Motors. Il comprenait la valeur du travail et de la structure. Il a tout de suite compris que chez Adidas, son fils serait un joueur parmi d'autres, alors que chez Nike, il serait LE projet central. À Beaverton,
Nike n'est pas arrogance, c'est fin. Sonny Vaccaro, un génie du marketing, a une vision fougueuse, mise tout le budget basket sur un seul homme, Jordan. Phil Knight, le fondateur, prend le pari le plus risqué de sa vie. Il ne lui offre pas seulement de l'argent, il lui offre un empire. L'offre de Nike est monumentale, 2,5 millions de dollars sur 5 ans. C'est plus du double de ce qu'Adidas proposait. Et surtout, DeLoris Jordan arrache une clause révolutionnaire, une commission de 25% sur chaque paire de chaussures vendue à son nom. Elle vient de transformer son fils de simple athlète en un associé d'affaires. Elle vient de créer la Jordan Brand. Sans le nom arrogant d'Adidas et le oui, forcé de DeLoris Jordan, l'histoire du sport et du business serait totalement différente. Adidas a refusé de signer Jordan pour des raisons de business. Nike, poussé par une mère visionnaire, a bâti un empire sur un rêve. Nous sommes au début de la saison 1984 à 1985. Michael Jordan arrive sur le terrain avec sa première chaussure signature, la Air Jordan 1, et elle est rouge et noire. Un choc pour la NBA de l'époque, où toutes les chaussures doivent être à 51% blanches. La Ligue voit rouge et envoie une lettre à Nike. Cette chaussure est interdite. L'amende, 5 000 $ par match. Pour n'importe quelle autre marque, c'est une catastrophe. Pour Nike, c'est un cadeau du ciel. Phil Knight et Rob Strasser, les patrons de Nike, ont un éclair de génie. Ils ne changent pas la chaussure, ils paient les amendes et ils lancent la campagne marketing la plus provocante de l'histoire. La NBA l'a bannie, mais vous pouvez la porter. C'est le message. Nike transforme une interdiction en un symbole de rébellion, d'anticonformisme. La Air Jordan 1 Banned devient la chaussure du hors-la-loi, du cool absolu. Tout le monde la veut. Et Adidas regarde, impuissant, le petit challenger de l'Oregon crée un empire sur leur propre erreur. Les ventes explosent. Nike espérait vendre pour 3 millions de dollars de Jordan. Ils en font 126 millions la première année. C'est le début d'un phénomène culturel qui dépasse le cadre du basketball. Le succès est immédiat. Foudroyant. Le pari de Nike a payé au-delà de toute espérance. Air Jordan n'est plus seulement une basket signature, c'est devenu un phénomène culturel mondial. La création de la Jordan Brand, une filiale autonome de Nike, est une révolution. Aujourd'hui, un logo Jumpman sur un maillot du PSG ou des Air Jordan, un Travis Scott valant de l'or. L'erreur d'Adidas est monumentale. Ils ont refusé de signer le futur Greatest of All Time. Ils ont refusé de créer un empire. Pendant que Nike encaisse des milliards, chez Adidas, c'est la soupe à la grimace. Les dirigeants qui avaient non à Jordan réalisent qu'ils ont non seulement perdu un joueur, mais qu'ils ont construit l'empire de leurs propres concurrents. Ils ont laissé filer celui qui rapporte aujourd'hui plus de 5 milliards de dollars par an à Nike. Chaque seconde qui passe, Jordan gagne plus d'argent que ce qu'Adidas lui aurait proposé pour toute sa carrière. Aujourd'hui, la Jordan Brand dépasse le basket. On la voit partout, sur les terrains de foot, dans la mode de luxe, sur les tapis rouges. Ce qui était au départ une simple revanche contre Adidas est devenu le plus grand hold-up de l'histoire du marketing. Jordan n'est plus un joueur de basket, c'est devenu une monnaie d'échange mondiale. Aujourd'hui, quand on regarde les bilans financiers, les chiffres donnent le tournis. La marque Jordan Brand génère désormais plus de 5 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel pour Nike. Pour vous donner une idée de la folie, c'est presque 15% du revenu total de Nike qui repose sur le nom d'un homme qui a pris sa retraite il y a plus de 20 ans. Et Michael dans tout ça. Grâce à la clause arrachée par sa mère, DeLoris, Jordan touche environ 5% des ventes de la marque. Le calcul est simple. En 2023, il a empoché un chèque de plus de 250 millions de dollars de la part de Nike. C'est 4 fois plus que son salaire total cumulé durant toute sa carrière de basketteur en NBA. En 1984, Nike valait des miettes. Aujourd'hui, grâce à l'effet Jordan, la capitalisation boursière de Nike dépasse les 140 milliards de dollars. Jordan, lui, est devenu le premier sportif de l'histoire à devenir milliardaire, avec une fortune estimée à plus de 3 milliards de dollars. Tout ça parce qu'une entreprise allemande a trouvé qu'il était trop petit pour vendre des chaussures. Ce qui est fascinant, c'est que Jordan a transformé la basket en un actif financier. Une paire de Air Jordan, un Chicago de 1985, peut se revendre aujourd'hui à plus de 20 000 $ si elle est en parfait état.
Certains modèles portés en match par Is Ernest se sont envolés aux enchères pour plus de 600 000 $. On ne parle plus de sport, on parle de luxe. La Jordan Brand collabore avec Dior, s'affiche sur les maillots du PSG et s'invite dans les défilés de mode. Aujourd'hui, au siège d'Adidas en Allemagne, ce dossier Jordan 1984 est probablement gardé comme le rappel constant qu'une seule mauvaise décision peut changer la face d'une industrie. Pour essayer de compenser, Adidas a dû racheter Reebok en 2005 pour près de 3,8 milliards de dollars, simplement pour tenter de grappiller des parts de marché aux USA. Mais rien n'y fait. Nike et Jordan contrôlent ce plus de 90% du marché de la basket de performance aux États-Unis. Adidas a laissé passer le train, et ce train est devenu une fusée. Sans ce refus d'Adidas, est-ce que les athlètes d'aujourd'hui auraient des contrats à vie ? Probablement pas. En disant non à Jordan, Adidas a forcé la création d'un modèle où l'athlète devient plus grand que le club, plus grand que la marque. Aujourd'hui, quand on voit Mbappé, LeBron James ou Cristiano Ronaldo gérer leur propre logo et leur business, c'est l'héritage direct du combat mené par Deloris Jordan face au mépris d'Adidas. Aujourd'hui, Michael Jordan ne joue plus depuis plus de 20 ans, mais sa marque ne s'est jamais aussi bien portée. Chaque fois que vous voyez un logo Jumpman dans la rue, souvenez-vous que ce logo est né d'un refus. Un refus qui a coûté des dizaines de milliards à une entreprise et qui a bâti l'empire le plus puissant de l'histoire du lifestyle. Le destin tient parfois à une paire de baskets. Et Adidas a choisi la mauvaise. C'est la fin de notre histoire sur Michael Jordan. N'oubliez pas le petit pouce bleu si vous avez kiffé ce dossier secret, c'était Luxe exclusif. On se retrouve très vite pour un prochain braquage historique. Ciao!